Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Voici à présent les titres de ce journal. Après la tentative de putsch manquée, le président gambien Yaya Jammeh promet de se débarrasser des meneurs de l'attaque jusqu'au dernier, menace prise très au sérieux par les organisations des droits de l'homme. Dans l'actualité également, cette découverte très importante en mer de Java, la queue de l'Orbis d'Air-Asia localisée, car c'est dans cette partie du fuselage que se trouvent les boîtes noires essentielles à l'enquête. Bonjour à toutes et à tous, c'est sur la Gambie que nous ouvrons cette édition. Après la tentative de putsch manquée, le président gambien Yaya Jammeh promet de se débarrasser des meneurs de l'attaque jusqu'au dernier, menace prise très au sérieux par les organisations des droits de l'homme. Yaya Jammeh a prononcé ce discours très musclé devant ses partisans rassemblés devant son palais de Banjul la nuit dernière. Lors des précédentes tentatives de coup d'État, il avait expliqué faire preuve de clémence, mais cette fois, c'est œil pour œil, annonce le chef de l'État gambien, qui veut faire un exemple. Dès le lendemain de la tentative de coup d'État, le président Jammeh avait parlé de terroristes soutenus par des puissances étrangères, évoquant des dissidents basés aux États-Unis, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Les États-Unis ont même inculpé 2 ressortissants américains d'origine gambienne pour avoir organisé et participé à la tentative de putsch. Cap à présent sur le Burkina Faso, le Burkina où le président Kafando a rencontré les organisations de la société civile et l'ensemble des partis politiques. Au menu des échanges, le bilan des actions menées par le gouvernement de transition, les avis et les préoccupations afin d'entamer la dernière phase qui consiste à l'organisation des élections en 2015. Nos correspondants à Ouagadougou, Lamine Kombari et Alpha Oumar Doussa. Après 2 mois de la prise de fonction du gouvernement de transition au Burkina, l'heure est au bilan. À bâton rompu, le président du Faso a fait le point des activités menées par son gouvernement aux représentants des organisations de la société civile et partis politiques. Il s'agit de la formation d'un gouvernement de 25 membres, la mise en place d'un organe législatif et d'une commission vérité et réconciliation. Il reconnaît néanmoins que des insuffisances existent et reste disponible à toute critique constructive. Je retiens de ce dialogue direct que les classes politiques, les organisations de la société civile sont vraiment conscients du travail que la transition fait pour aller à l'objectif du mandat qui lui a été confié, à savoir organiser des élections propres au Burkina, afin que la démocratie qui sera issue de ces élections soit une démocratie véritable, acceptée par tous, et même, j'allais dire, va être convoitée par tous. L'un des points abordés également lors de ces échanges, c'est sans conteste l'organisation des élections en novembre 2015, présidentielles, législatives et municipales. Le problème du code électoral, le vote des Burkinabés à l'étranger sont entre autres préoccupations soulevées par les participants. On avait déjà exprimé notre position qui était celle de dire qu'aucune disposition depuis 2005, parce que c'est la date à laquelle on doit organiser des élections à l'étranger, n'avait été prise par le gouvernement passé. Et qu'en 9 mois, 8 mois, il était illusoire de penser qu'on pouvait organiser des élections vraiment transparentes et dans des conditions requises dans toutes les ambassades et tous les consulats de Burkina Faso. Donc nous avions considéré qu'au niveau, en tout cas ce qui nous concerne au niveau de l'NPP, qu'il était sage de commencer dès maintenant à créer les conditions de cette élection pour 2020. Cette rencontre avec les partis politiques et la société civile entre dans le cadre de la tenue prochaine de la rencontre des groupes de contact qui a pour mission d'évaluer l'action gouvernementale. Hors des frontières africaines, 30 morts et plus d'une 50aine de blessés. C'est le bilan d'un attentat au Yémen. L'attaque a visé un commissariat de police à Sanaa, la capitale. Il faut rappeler que les attaques se multiplient ces derniers temps dans le pays. Ces hommes étaient venus pour s'engager dans la police. Ils attendaient dossier de candidature sous le bras devant cette académie de la capitale lorsqu'un véhicule a explosé.
On a entendu un bruit, donc on a couru vers le lieu de l'attentat. On a trouvé les étudiants morts sur le trottoir avec plein de sang et leurs dossiers par terre. Il y avait tellement de morts qu'on avait du mal à trouver les blessés. Les circonstances restent floues, mais un responsable des services de sécurité affirme que l'engin a été déclenché à distance. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées sur le coup, de nombreux autres ont été blessés. Dimanche dernier déjà, un attentat avait frappé le sud de Sanaa, la capitale. Une autre attaque perpétrée contre des chiites a coûté la vie à 49 personnes le 1er janvier dans le centre du pays. Un cycle de violence qui frappe le Yémen depuis de longs mois. La capitale échappe au contrôle des forces gouvernementales. Sanaa est aux mains d'une milice armée depuis plus de 3 mois maintenant. Même sujet, un groupe d'extrême gauche derrière l'attentat d'Istanbul en Turquie. Le Parti de libération du peuple révolutionnaire a revendiqué la nouvelle attaque commise par une femme kamikaze contre un commissariat de police. Il est 17h à Istanbul lorsque cette femme pénètre dans un commissariat du quartier touristique de Sultanahmet. Quelques instants après, elle se fait exploser. Les autorités racontent. Elle est entrée dans le commissariat en disant en anglais qu'elle avait perdu son portefeuille. Les forces de l'ordre, rapidement dépêchées sur les lieux, parviennent à désamorcer 2 autres engins explosifs qui se trouvaient sur la jeune femme. Son nom, Sultan Kalsen, elle appartient au groupe terroriste marxiste-léniniste, le DHKPC. Une jeune femme bien connue de la police turque, plusieurs fois arrêtée dans le passé. Elle avait fait un séjour en prison et avait même été identifiée en 2012 comme une kamikaze potentielle. Cet attentat suicide en plein cœur de la zone touristique d'Istanbul a choqué les étrangers de passage. Avec mon ami, on était assis dans un café derrière le musée de la basilique Sainte-Sophie. Et là, on a entendu un bruit très étrange. C'était vraiment terrible. C'est terrible aussi parce qu'on ne s'est pas senti en sécurité. Nous, les touristes. Le 1er janvier, ce groupe révolutionnaire d'extrême gauche avait déjà fait parler de lui. Un homme armé avait attaqué des policiers devant le palais impérial de Dolmabahçe en lançant 2 grenades qui n'avaient pas explosé. Le DHKPC avait aussi perpétré un attentat contre l'ambassade américaine à Ankara en 2013, tuant le kamikaze et un agent de sécurité turc. Vol d'AirAsia, on en parle depuis plus d'une semaine. La queue de leur bus localisé en mer de Java. Découverte importante annoncée car c'est dans ce fuselage que se trouvent les boîtes noires essentielles à l'enquête. On fait le point dans ce reportage. Importante, annoncée il y a quelques heures, car c'est dans cette partie du fuselage que se trouvent les boîtes noires essentielles à l'enquête. On fait le point sur les recherches. Cette découverte va peut-être permettre de répondre à cette question. Que s'est-il passé dimanche 28 décembre quand l'avion d'AirAsia a disparu des écrans radars entre Surabaya et Singapour? Après 11 jours de recherche, la queue de l'appareil a été retrouvée en mer de Java. Nous avons retrouvé la queue de l'avion, qui était notre principal objectif aujourd'hui. Elle a été trouvée dans un des secteurs prioritaires de nos recherches. Cette découverte pourrait être cruciale car c'est habituellement dans la section arrière des avions que se trouvent les boîtes noires essentielles aux enquêtes. Jusqu'à maintenant, peu de progrès ont été faits. Les opérations de recherche ont été retardées par le mauvais temps. Résultat, peu de débris et seulement 40 corps ont été repêchés sur les 162 personnes à bord. Les autorités indonésiennes soupçonnent AirAsia Indonésie d'avoir fait emprunter à l'avion un couloir de vol sans autorisation. Elles ont par ailleurs sanctionné plusieurs responsables du secteur aérien, dont un cadre du ministère des Transports qui a été licencié. Et sur un tout autre décor, parlons technologie maintenant. La ultra haute définition est désormais la résolution la plus aboutie dans le secteur des télévisions. Les fabricants comptent sur cette technologie pour rebooster les ventes. Nous sommes à Las Vegas, aux États-Unis. Le futur de la télévision, c'est ça. C'est du moins ce qu'espèrent les constructeurs. Star de ce salon de l'électronique de Las Vegas, le téléviseur à ultra haute définition. Et pour en parler, c'est un déluge de superlatifs.
Voici l'écran LCD le plus fin au monde. L'Ultra HD vous apportera une expérience visuelle totalement inédite. Une campagne bien rodée qui cache en réalité une certaine inquiétude. Le marché est à la peine depuis quelques années. Alors avec l'Ultra HD, les constructeurs veulent relancer le secteur de la très haute résolution. Les chiffres en tout cas le laissent espérer. 1 million de produits vendus en 2013, 9 millions en 2014. Et des engagements de Netflix et Amazon pour produire des contenus vidéo dans cette résolution. Reste à séduire les clients. Si les gens n'ont pas l'intention de remplacer leur téléviseur, il n'y a pas d'urgence pour le moment à ce que les fabricants généralisent le 4K. Car aujourd'hui, on le voit ici au CES, et c'est amusant, ces télévisions très onéreuses, la plupart des gens ne vont pas en acheter pour l'instant. Paradoxalement, les ventes ont augmenté l'année dernière, mais elles concernent en majorité des télévisions peu onéreuses. L'Ultra HD dans tous les salons, ce n'est peut-être pas encore pour tout de suite. Retour sur le continent, comment les Marocains entendent aborder la nouvelle année? Si pour certains, ça serait arrêter de fumer, faire du sport, pour d'autres, c'est perdre du poids. Des changements pour notre bien et un nouveau départ pour une nouvelle année. Pourquoi sommes-nous si nombreux à espérer changer tous les ans? À présent, quelques éléments de réponse. Chaque année apporte son lot de bonnes résolutions. Les Marocains n'échappent pas à cette règle vieille de 4000 ans. Entre faire du sport, moins stressé ou encore aller de l'avant dans ses projets professionnels, à chacun son objectif pour aborder 2015 en beauté. À chaque début d'année, j'ai besoin de changer quelque chose dans ma vie quotidienne et c'est commun à tout le monde, les plus jeunes surtout. Cette année, je suis décidée à faire du sport. C'est des projets personnels. J'ambitionne de réaliser quelques projets professionnels. En ce début d'année, je suis optimiste et déterminé. C'est comme un nouveau chapitre qui s'ouvre. Le nouvel an est synonyme de renouveau pour plusieurs. Les psychologues s'accordent à dire que la transition d'une année à l'autre génère une sorte de motivation et un regain d'énergie chez la personne. Pour les experts de la psychologie, on propose les petits changements. Mais si on a des objectifs كبار ou des changements كبار اللي ما نوصلوش ما نقدوش عليهم pour éviter la frustration. Alors, on doit choisir des petits changements, on doit les faire par période. Vouloir changer, oui, mais encore faut-il que les objectifs fixés soient accessibles pour que les résolutions de cette année tiennent plus longtemps que les précédentes. Un mot de sport avant de refermer cette édition. Le Sénégal, avec cette cérémonie de remise du drapeau national, le président Macky Sall a exhorté les Lions de la Teranga à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Il a également promis une prime exceptionnelle de 30 millions de francs CFA pour chaque joueur en cas de sacre final. De leur côté, les joueurs s'engagent à défendre les couleurs de la nation. Reportage. L'instant est solennel. Le chef de l'État remet ainsi le symbole de la nation au capitaine des Lions. Le président Macky Sall sacrifie au rituel de remise du drapeau national à l'équipe qui va défendre les couleurs du pays à la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Une mission dont la dimension est bien saisie par le capitaine Koundoul qui sollicite les prières du peuple tout entier. Nous sollicitons vos prières. C'est un soutien capital pour nous. Nous allons vraiment tout donner pour relever le défi. Et cela passe par l'union des cœurs. Sur le terrain, nous comptons bien défendre les couleurs de la nation. Après avoir renouvelé ses félicitations à l'équipe pour sa brillante qualification, le chef de l'État a salué la performance du groupe, la qualité de son jeu et son sens de la combativité. Une performance valorisée par les classements de la CAF et de la FIFA. L'équipe porte ainsi l'espoir de toute une nation. L'équipe nationale du Sénégal, mes chers Lions, est un patrimoine commun. Elle suscite ferveur et passion. Elle rassemble tous les Sénégalais. En foulant le terrain de compétition de Mongomo et des autres aires de jeu de la Guinée équatoriale, vous penserez alors à vos compatriotes entièrement solidaires avec vous et qui nourrissent l'espoir de vous voir enfin, je dis bien enfin soulever au soir du 8 février 2015 le trophée de la 30e
édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La nation tout entière garde ainsi espoir, l'espoir de voir enfin le Sénégal remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est sur cette note d'espoir que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, excellente suite de programmes sur Africa Télévision.